Daniel Ellsberg est le pionnier des lanceurs d'alerte. À la fin des 60s, les États-Unis s'enlisent dans la guerre au Vietnam. Ancien marine, devenu analyste militaire, Daniel Ellsberg est pendant 5 ans un éminent stratège de cette guerre au Pentagone. En 69, il tient dans ses mains 7000 pages classées secret défense, les dossiers du Pentagone, qui détaillent les motivations réelles et les exactions des États-Unis au Vietnam. Choqué, il décide de les révéler. Après avoir transmis les dossiers du Pentagone à des sénateurs trop effrayés pour les relayer, Daniel Ellsberg en confie une partie au New York Times, qui les publie en juin 71. Puis, sous le manteau, à 16 autres journaux. Après plusieurs semaines de fuite, Ellsberg se dénonce comme seul responsable pour protéger ses complices. Il encourt une peine de 115 ans de prison. Inquiet qu'Ellsberg ne fasse d'autres révélations, notamment sur son intention secrète d'utiliser la bombe atomique au Vietnam, le président Nixon veut sa peau, comme en témoignent les enregistrements secrets de la Maison-Blanche. Extrait. Just because some guy's going to be a martyr, we can't be in a position of allowing the fellow to get away with this kind of wholesale thievery, or otherwise it's going to happen all over the government. I just say that we've got to keep our eye on the main ball. The main ball's Ellsberg. We got to get this son of a bitch. Et puis, quand ils ont vraiment eu envie que je la ferme pour de bon, c'était juste avant le bombardement de Haiphong, et ils ont envoyé une douzaine d'hommes, des exilés cubains de Miami au service de la CIA, avec l'ordre de m'éliminer. Les hommes de Nixon ratent Ellsberg de peu, mais une autre mission plus urgente les appelle, le cambriolage de l'immeuble du Watergate, les locaux du Parti démocrate espionnés sur ordre de l'administration Nixon. Ces hommes de main au service du président sont arrêtés et jugés après la révélation de ce scandale par un autre lanceur d'alerte, W. Mark Feld, alias Gorge Profonde, alors numéro 2 du FBI. Nixon est forcé à la démission. Et la justice américaine abandonne les charges de vol, conspiration et d'espionnage jusqu'alors retenues contre Daniel Ellsberg. Si l'on vous dit « gorge profonde », vous visualisez immédiatement le Watergate, le scandale qui, en 1972, avait tué politiquement Richard Nixon. Gorge profonde, on ne l'a appris qu'en 2005, c'était le numéro 2 du FBI. C'est lui qui avait voulu donner l'alerte en ce qui concerne les méthodes délictueuses des hommes du président qui espionnaient le quartier général des démocrates. Les deux journalistes, Woodward et Bernstein, au cinéma Redford et Hoffman, n'avaient jamais révélé l'identité de leur whistleblower. L'affaire Watergate. L'ex-ministre de la Justice Mitchell et les collaborateurs du président Nixon compromis. Le fait divers dont toute l'Amérique parle. Des responsables du Parti républicain et du gouvernement américain avaient fait installer des micros dans les bureaux du Parti démocrate avant la campagne électorale. C'est tout le scandale de l'espionnage politique. Depuis que le président Nixon est sorti du mur du silence et des démentis pour proclamer que justice serait faite, le scandale politique du Watergate commence à éclater au grand jour. Après l'avoir autrefois nié, l'ancien ministre de la Justice, M. Mitchell, a avoué qu'il avait été informé du plan d'espionnage du Parti démocrate, mais l'avait rejeté. C'est cette opération qui avait déclenché ce scandale à la James Bond. Voici 10 mois, lors de la campagne présidentielle, 5 membres du comité Nixon avaient été arrêtés et condamnés pour avoir installé des micros au quartier général démocrate, ici, dans cet immeuble du Watergate, à Washington. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non, pas du tout. Cet homme, c'est Jeffrey Wigand. Est-ce que son nom vous dit quelque chose? Non. C'est pas lui qui a fait un procès à l'industrie du tabac, Si, voilà, ouais, à Washington. Voilà. C'est lui. J'en ai entendu parler.
Jeffrey Wigand, il a travaillé pendant des années dans les multinationales de la cigarette jusqu'au moment où il a décidé de briser l'omerta. Résultat, il a réussi à faire condamner les géants du tabac américain à une amende de 246 milliards de dollars, du jamais vu dans l'histoire de la justice américaine. Jeffrey Wigand est un homme traqué. Un homme qui a posé ses valises ici, à la frontière du Canada, comme s'il avait voulu être le plus loin possible de ceux qui le poursuivent. Est-ce que vous ressentez la pression ici? J'entends parler d'eux chaque fois que je les critique. Ou alors quand je témoigne dans des procédures judiciaires ou administratives. Depuis maintenant 20 ans, la vie de Jeffrey Wigand est une lutte. Il est constamment sous pression. Vous êtes toujours menacé aujourd'hui? Est-ce que je suis une menace? Oui. Est-ce que je suis toujours menacé? Oui aussi. Mes filles ont été physiquement menacées entre 93 et 94 quand j'habitais le Kentucky. Ils disaient qu'il leur ferait du mal, qu'il les tuerait. J'étais prêt à tout pour protéger mes enfants. Ces menaces sont la conséquence directe de ce que j'ai fait pour empêcher les fabricants de vendre des cigarettes. Nous sommes le 11 avril 2016 à l'ambassade d'Équateur à Londres. Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks, est confiné ici depuis 1952 jours. Si Julian Assange passe cette porte, il sera extradé vers la Suède, où il est accusé de délits sexuels. Le cyberactiviste refuse de s'y rendre par crainte d'être renvoyé vers les États-Unis et jugé pour espionnage. Julian Assange, c'est toute une vie de hacking. Ado, l'Australien pénètre les serveurs, craque les mots de passe, sa cible, les organismes gouvernementaux. Wikileaks, son site, publie une vidéo classée confidentielle défense américaine. Irak, Bagdad. Les caméras sont positionnées sur des mitrailleuses des forces américaines. Des civils irakiens, un caméraman, un photographe sont la cible. Dis-moi quand tu les as. Vas-y, tire. Feu à volonté, feu. Continue de tirer. Continue de tirer. Bushmaster 2.6. Bushmaster 2.6. Wikileaks enchaîne et publie 1 demi-million de données confidentielles et 260 000 câbles diplomatiques américains. Pour la Maison-Blanche de Barack Obama, c'est Wikileaks l'ennemi. Je dois dire que les révélations faites par Wikileaks et tous ces documents sont extrêmement embarrassants pour les États-Unis. Washington identifie la source. Bradley Manning, un soldat américain. Jugé en cour martiale, il sera condamné à 35 ans de prison. Wikileaks publie d'autres documents top secrets de la NSA, les écoutes téléphoniques de chefs d'État. Parmi eux, la chancelière Angela Merkel en Allemagne et l'Élysée en France. In response to our publications, said to France, hey, settle down. What we'll do to compensate you is we will give you more of our spying data, that, you know, the spying that we're doing on the Germans, the spying that we're doing on Africa and so on. We'll give you some more of that data. And because of the terror about, because of the fear of Islamic terror attacks in France, that is something that the United States can use to control France. So yes, we spy on your presidents, and even more importantly, we spy on the vast majority of French industry, intercepting every contract. But look, if you complain about it, we can stop feeding you information, and then there'll be more terrorist attacks in France. Or on the other hand, if you're a good boy, then we can give you a little more. La France terrorisée du 7, du 8,
Du 9 janvier, du 13 novembre 2015, n'aurait pas d'autre choix que d'accepter le jeu des Américains si elle veut des renseignements pour se protéger. This is a mafia tactic. It's a protection racket. So, well, look, you better pay something to me to be protected. And if you don't, something bad could happen to you. And if you do, something good could happen to you. So it means that, in practice, France is not able to protect its sovereignty from the United States. Et selon les câbles Wikileaks, c'est un président de la République française qui aurait lancé cette grande collaboration sur les échanges de renseignements France-États-Unis. You know, in our cables, they speak about Sarkozy. Sarkozy the American, as he is called. And he pushed France into ever closer cooperation with the United States at intelligence and military level. Okay, and that actually happened. And while France is an independent nuclear weapons country and has its own culture and its own language, which is large enough to be something, at the intelligence service level, at the deep state level, there's such a desire for interaction that the exterior culture is not able to properly manifest itself.